Bienvenue dans cette seconde vidéo de TGIM, où ensemble, on va apprendre étape par étape à comment reprendre une entreprise en France. Vous le savez, la reprise d'entreprise, c'est une super opportunité. Si vous êtes toujours là à cette seconde vidéo, c'est que je vous ai convaincu que c'était un point intéressant. Chaque lundi, on va se retrouver pour apprendre ensemble à rentrer dans le concret. Et aujourd'hui, mon but est de faire une vision d'ensemble de qu'est-ce que ça veut dire reprendre une boîte. It was a nice weekend. Yeah, but- Thank God, thank God it's Monday. Thank God, thank God it's Monday. Eh, c'est pas mal, non? C'est TGIM. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir mon ami Souleymane qui m'assiste dans mon propre process d'évaluation et de rachat de boîte. Mon but aujourd'hui est de lui donner une perspective de ce qui nous attend et par la même occasion, vous montrer un peu de façon holistique quelle est l'approche dans la reprise d'entreprise. Alors, dans la reprise d'entreprise, il y a plein d'étapes et chacune des étapes est hyper importante. Alors, Souleymane, t'es prêt? Trop bien, on y va. Alors, étape numéro 1, et ça c'est sans doute l'étape que les gens vont le plus négliger en général, c'est la définition d'une thèse d'investissement. Alors, on devrait d'ailleurs pas dire thèse d'investissement, on devrait dire thèse TJM, thèse de reprise. La thèse de reprise, c'est quoi? La thèse de reprise, c'est définir clairement ce qu'on cherche. Si on se lève un matin et on se dit « Ah ouais, génial, je veux racheter une boîte », et qu'on se dit juste ça, eh ben le champ des possibles et le champ de toutes les opportunités possibles est beaucoup trop large. Et on s'en sort pas. Donc, il faut changer d'approche et il faut définir une thèse. Une thèse, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a plein de caractéristiques dans la reprise. Il y a la géographie, il y a la taille d'entreprise qu'on veut racheter, il y a le secteur, l'industrie, secteur/industrie, et puis il y a des éléments qui peuvent être transsectoriels et qui peuvent définir une thèse. Donc une thèse, ce n'est pas forcément un secteur, ça peut être une méthode. Par exemple, on a un de nos associés dans TJM, Darius, sa thèse, c'est la dette technique. Lui, son but, c'est de chercher toutes les entreprises dans lesquelles il y a une dette technique informatique qui empêche l'entreprise de fonctionner à son plein potentiel. Étant lui-même très bon technicien et très bon ingénieur, il rachète, met des ingénieurs, restructure la dette technique, augmente la rentabilité et bâtit un groupe plus rentable grâce à ça. Ça, c'est une très très bonne thèse d'investissement. Un autre repreneur dans TGM, sa thèse d'investissement, c'est le nucléaire. Il a une très forte expertise dans le monde du nucléaire. Il sait que les centrales nucléaires ont besoin de fournisseurs techniques agréés nucléaires. Il est spécialiste de l'agrément nucléaire. Et donc, il achète des entreprises qui peuvent travailler dans la construction de centrales nucléaires, mais qui ne sont pas agréées nucléaires, mais qui ont, par exemple, une expertise en métallurgie, ou en électricité, ou en plomberie. Il leur donne l'accès au savoir-faire de certification nucléaire, et boum, ça fait des boîtes plus rentables. Parce qu'un plombier nucléaire, ça gagne un peu mieux sa vie qu'un plombier lambda qui va déboucher des toilettes normales. Et donc, le but du jeu de la thèse, c'est vraiment de définir et de permettre d'avoir une sorte de filtre face à toutes les opportunités. Il y a des milliards d'opportunités. Il y a des entreprises qui sont on market, il y a des entreprises qui ne sont pas on market, il y a des entreprises qui sont à vendre, il y a des entreprises qui ne savent pas encore qu'elles sont à vendre. Mais quand on a une thèse précise, on peut d'un seul coup dire oui, non. Et ça, c'est hyper important pour ne pas perdre son temps avec des opportunités que de toute façon, on ne va pas traiter. Et de ce point de vue-là, après 6 mois d'expérience dans TJM, je vois qu'il y a une grande différence entre les gens qui ont une thèse précise et ceux qui n'en ont pas. Passer du temps à comprendre qui on est, ce qu'on veut, c'est primordial dans un process de reprise d'entreprise. Alors, comment on développe une thèse? Eh bien, on développe une thèse en limitant les options. Et je pense que c'est là où il y a une erreur un peu simple, c'est que les gens imaginent que quand on a défini une thèse, c'est fini, on est bloqué dans cette thèse, et donc on n'ose pas faire des choix. Alors qu'il faut plutôt le voir comme une façon de découvrir si c'était le bon choix. Plus on fait des choix narrow,
Et plus on va se rendre vite compte qu'il n'y a pas de deal. Par exemple, je veux racheter une boîte à Tours qui fait du ravalement de façade. Ça, c'est ma thèse. Et puis, en fait, je me rends compte qu'il n'y a aucune boîte intéressante dans le sujet. Bon, bah, je suis bien obligé de changer de thèse. Et donc, il ne faut pas hésiter à avoir une thèse au début très restreinte pour découvrir qu'il n'y a pas d'opportunité et changer de thèse. Mais c'est dans une thèse restreinte qu'on va véritablement trouver une opportunité générale. La thèse, elle permet aussi 3 choses primordiales dans la reprise. Elle permet de communiquer qui on est en tant que repreneur. C'est hyper important que les gens puissent t'identifier. Si on pense Suleiman, on doit penser telle thèse. Si on pense Oussama, on doit penser telle thèse. Si, quand on pense Oussama, on se dit « ouais, il peut racheter n'importe quelle boîte », bah finalement, on ne lui envoie pas vraiment le dossier. Alors que, par exemple, Darius, qui est un très bon exemple, quand les gens voient un deal dans lequel il y a une dette technique de malade, dans la minute, il reçoit le dossier. Parce que sur le marché, il a tellement répété à tout le monde, tous les avocats, tous les intermédiaires, tous les comptables, tous les gens qu'il a rencontrés depuis 10 ans, qu'il est spécialisé dans la dette technique, qu'à la fin, à chaque fois qu'il y a un mec qui voit un truc avec une dette technique, il dit « Ah ouais, ah mais ça c'est un truc pour Darius ». Et ça, c'est l'importance de Naro, c'est que ça permet vraiment d'être identifiable. Et ça permet aussi de réduire sa communication, de spécialiser sa communication. Comme on parle toujours de la même chose, on finit par imprimer dans la tête des gens. Et puis la troisième chose, c'est qu'avoir une thèse, ça permet de compound, d'avoir des effets composés d'échelle, puisqu'on va avoir de l'expertise sur un sujet, cette expertise va monter en valeur, et cette valeur, on va pouvoir l'exercer dans un deal et avoir de plus en plus de valeur. Donc, une fois qu'on a cette thèse d'investissement, on peut commencer la prospection. Et la prospection, ça va être un pan entier d'une vidéo qu'on va faire ensemble. Elle a 4 dimensions. Il y a les plateformes et les annonces. Il y a les cédants qui ne savent pas encore qu'ils veulent céder leur boîte. Ensuite, il y a les intermédiaires. Et puis, il y a les entreprises en difficulté. C'est vraiment les 4 dimensions de la reprise. Et chacune d'entre elles a plusieurs façons d'être traitée. Par exemple, les plateformes, on peut y aller à la main chercher. On peut utiliser des scrappers ou les outils comme TJM Scanner qu'on a développés en interne pour aider les gens à voir toutes les plateformes d'un coup avec un bon moteur de recherche, etc. Et puis, les gens ne se rendent pas compte, comme ça, les pépites qui peuvent émerger quand on fait ça. Par exemple, je m'amusais à être sur le groupe de TJM Scanner, donc notre outil d'IA pour trouver des entreprises. Et je suis tombé sur une entreprise invraisemblable, dont je ne donnerai pas le nom, mais qui fait du marbre pour les pierres tombales. Donc, grosso modo, c'est un graveur de pierres tombales. 20 salariés, code APE, taille, façonnage et finissage de pierre. Accroche-toi. 6 millions de chiffre d'affaires. D'accord? Et il fait un résultat net de 600 000 €. Et il n'y a même pas 20 salariés, et le dirigeant a 70 ans. Ce genre d'opportunité, lui, il n'a pas encore décidé de vendre, ou il n'a pas encore essayé, il n'a pas encore mis en place. Et donc là, il y a un vrai sujet de comment je le contacte, comment je vais me renseigner sur lui, comment je vais faire une enquête, comment je vais mettre en place quelque chose pour apparaître dans son radar. Et soyons très clairs, les dossiers intermédiaires avec des intermédiaires qui sont déjà en cours de process de vente, etc., c'est par définition les dossiers les moins intéressants. C'est comme dans l'immobilier, ce qui est en agence immobilière n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et donc, évidemment, il faut aller chercher des deals qui sont hors marché. Alors, dans la prospection, il y a le call d'email, la call visite, la lettre par la poste, les amis d'amis, les pubs sur Facebook ou sur Google. Il y a énormément de méthodes de prospection par téléphone en IA, de centres d'appel, de call center, etc. Et donc, il y a tout un plan de process à distribuer. On voit à nouveau pourquoi la thèse d'investissement, la thèse de reprise, c'est aussi important. C'est parce que c'est la pierre sur laquelle tu construis ta prospection. Si tu as une mauvaise thèse, tu as une mauvaise prospection. C'est hyper logique. Ensuite, une fois qu'il y a la prospection, commence le tunnel de reprise. Il y a un deal qui m'intéresse, et là, il faut avancer. Étape 1, se renseigner sans l'entreprise.
Euh, alors, si je pense que ça se rapproche vraiment du boulot d'enquêteur privé. Il faut être un Sherlock. Il faut développer des techniques de Sherlock. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on travaille avec des anciens de la DGSE dans TJM pour apprendre aux gens qui font notre formation à comment collecter de l'information. Évidemment, il y aura une partie due diligence sur la base des documents que l'entreprise fournit, qui est importante. Mais il faut arriver à ces rendez-vous avec déjà énormément de données collectées soi-même. Il faut avoir trouvé un moyen de parler au client, il faut avoir trouvé un moyen de parler aux fournisseurs, à comprendre l'environnement, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va mal, c'est quoi la dynamique au sein de l'entreprise, les salariés, etc. Et donc, ça demande un peu de travail, d'intelligence et d'investigation pour avoir, avant le premier rendez-vous avec le cédant, une tonne d'informations. Et là, il faut arriver au rendez-vous avec le cédant avec une tonne d'informations en faisant semblant qu'on n'en a pas. Et là commence la relation. L'erreur que je vois beaucoup trop de cédants faire, c'est de vouloir parler tout de suite finance. Et c'est une erreur que les repreneurs, résultat, s'accaparent. Parce qu'il veut parler de finance, donc le repreneur parle de finance, et puis en fait, ça ne marche pas parce qu'on n'est jamais vraiment bien aligné. C'est pour ça qu'en tant que repreneur, il ne faut pas laisser le cédant faire cette erreur, et il faut vraiment rentrer à fond dans l'humain. Ok, qui tu es, comment tu as bâti cette boîte, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui t'inquiète pas, qu'est-ce qui t'empêche de dormir, qu'est-ce que tu pourrais faire mieux, qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait, comment tu verrais la suite des opérations, est-ce que tu imagines qu'il y a une modernisation ou un danger à l'horizon, si tu penses que ça va perdurer, comment ça va perdurer. Toutes ces questions, il faut montrer quelque chose d'hyper important qui ne s'invente pas, c'est la passion. Et je pense que les deux piliers d'un bon repreneur, c'est la passion sectorielle, d'avoir un vrai intérêt dans l'industrie, qui n'est pas forcément dû au fait que l'industrie est intéressante. On peut être passionné de vaisselle, on peut être passionné d'électricité, de fiches de paye, de choses qui peuvent paraître austères pour les autres, mais si on le fait avec passion, on dégage une énergie d'expertise qui est très différente. Et ensuite, il y a une deuxième dimension qui est hyper importante, c'est la dimension humaine. Qui sont les gens? Est-ce que je fit avec eux? Est-ce que je connecte? Et là, il y a un problème générationnel. La majorité des sessions sont faites par des baby-boomers. Et les baby-boomers, forcément, il y a un gap. Ce pas des gens de la génération Z, Y ou X, c'est des gens qui ont leurs propres problématiques, leur propre environnement. D'ailleurs, j'ai une petite recommandation assez marrante. Tu devrais regarder un film qui s'appelle « Itinéraire d'un enfant gâté », qui, je pense, représente le mieux cette génération de chefs d'entreprise. C'est un film qui vraiment va de l'intérieur et montre culturellement qui sont ces gens. Et il faut aimer cette culture, il faut aimer ces gens, et il faut s'adapter à eux. Ça ne veut pas dire s'effacer, ça ne veut pas dire mentir, mais ça veut dire vraiment comprendre leur code et rentrer dans leur tête. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer la due diligence. On fait une offre, on fait ce qu'on appelle une lettre d'intention. Cette lettre d'intention va résumer le prix qu'on est prêt à payer, etc. Alors, à ce stade, le prix, il n'est pas définitif. Ça, c'est une autre bêtise. Souvent, les entrepreneurs, repreneurs, ils ont la main qui tremble. Ah mon Dieu, je ne sais pas combien ça... C'est bon, c'est pas grave. On prend des standards de marché. À TJM, on a des benchmarks. On sait à peu près que veulent par industrie les bénéfices, etc. Il n'y a pas de problème. C'est juste, on fixe un prix, c'est un prix de départ. Et ce prix de départ, en fait, va être une négo, plus ou moins à la baisse, plus ou moins à la hausse, pour justement réussir à faire aboutir un deal. La valeur d'une entreprise, c'est le prix qu'on est prêt à payer, et il va falloir se rencontrer en chemin. Et là commence un problème, c'est qu'en France, la majorité des cédants sont conseillés par leur comptable pour déterminer la valeur de leur entreprise, et les comptables racontent n'importe quoi. Alors je ne sais pas d'où ils sortent leur valorisation, je ne sais pas comment ils travaillent, mais on voit passer, c'est un scandale, on voit passer plein de rapports de valorisation qui ne veulent rien dire. De toute façon, le client, il paye pour que tu dises ça, tu es content. Mais c'est le prix que personne ne paiera. Donc, je passe un message hyper important aux cédants. Le prix de votre entreprise, ce n'est pas le prix que vous imaginez de votre ego ou de la valeur ou des années de travail. C'est le prix que quelqu'un est prêt à payer. Et si vous n'avez pas d'offre, si vous n'avez qu'une offre sur la table, c'est-à-dire que le prix n'est pas aussi élevé. Évidemment, si vous avez la chance d'avoir plein d'offres, le prix montera naturellement. Donc, le prix n'est que la rencontre entre l'offre et la demande. Et c'est le travail du repreneur
de créer cette dynamique pour avoir besoin. Dans cette due diligence, le but du jeu va être de voir si ce qui a été dit est vrai, si les informations corroborent, si en fait on arrive à bâtir un dossier. Et ce dossier, on va le prendre auprès des partenaires de financement. Commence la phase de financement d'une reprise. Le financement d'une reprise, ça repose sur 4 piliers. Il y a l'equity, donc le capital qu'on va injecter, les fonds propres. Il y a la dette, avec une partie de dette bancaire, dette privée. Et puis, il y a potentiellement le crédit vendeur. Et c'est un petit framework de réflexion que j'ai qui s'appelle l'offre des 4 quarts. Un quart d'equity, un quart de dette privée, un quart de dette bancaire, un quart de crédit vendeur. Alors évidemment, c'est juste un guide, c'est pas une règle au centime près. Ce serait étonnant que les deals tombent là-dedans, mais ça permet en fait d'avoir un bon test. Pourquoi? L'equity, les fonds propres, c'est soit j'ai de l'épargne, soit je vais le lever. Et si j'arrive pas à le lever, c'est peut-être que le deal n'est pas si intéressant que ça. Donc 25% de l'equity value total en equity, c'est un premier test. Ensuite, la dette privée, c'est le test de est-ce que c'est suffisamment rentable. Ensuite, la dette bancaire, c'est le test de est-ce que ça rentre dans les cases administrativement. Et le crédit vendeur, c'est est-ce que le type est prêt à m'accompagner ou pas. Et là, en fait, pour établir cette offre et ce financement, il y a une dimension juridique énorme de construction du deal et d'outils au service de la construction du deal. L'earn-out, le prix différé, la réintégration des stocks fournisseurs. Il y a 1 milliard d'outils que vous pouvez mettre en place. Ces outils sont assez techniques et c'est un des buts dans TGM, c'est de rendre tout ça facile à travers une standardisation des process. Cette absence de standardisation est extrêmement préjudiciable pour les repreneurs. C'est hyper important qu'un acteur comme nous, un architecte d'écosystème, fasse le travail de rendre tout ça standard pour limiter au maximum les coûts d'exécution et augmenter la rapidité à laquelle a lieu les deals. Il ne faut pas que les deals prennent 6 mois, il faut qu'ils prennent 2 à 3 semaines. Il faut que tout le monde autour de la table dise oui, non, rapidement. Il faut que l'argent vienne et il faut que tout cet écosystème se mette en branle-bas de combien. Et ça, c'est ce qu'on a envie de construire avec TGM et c'est ce qu'on construit au quotidien. On construit un véhicule de dette privée, un véhicule d'equity pour pouvoir justement accompagner les gens dans leur process. Une fois qu'on a réussi à bâtir ce deal, eh ben, on rentre en phase de closing. Et donc là, on travaille avec les avocats, on signe les documents. Et une fois qu'on a fait ce closing, on devient propriétaire de la boîte et commence une autre aventure, qui est la reprise, qui est un autre sujet, et qui est un sujet qui demande encore plus de travail, qui est encore plus compliqué. Mais si je résume, les étapes d'une reprise. Savoir qui on est pour savoir ce que l'on fait. À partir de ça, savoir comment prospecter, développer énormément de canaux de prospection pour ne pas faire qu'un seul deal, mais chercher plein de deals et apprendre à se faire de l'information. À partir de cette information, trouver une pépite rare, la valoriser, la comprendre, enquêter sur elle sans que le vendeur le sache, pour pouvoir aller chercher l'information et rentrer avec cette information en profondeur dans le deal pour établir le financement. Le financement bouclé permet d'établir le juridique permet de prendre le contrôle de l'entreprise et ensuite commence une phase de restructuration. Donc voilà ce que c'est le process d'une reprise. Ça demande des compétences humaines, ça demande des compétences d'enquêteur, ça demande des compétences d'automatisation, ça demande des compétences de prospection, de sales, ça demande des compétences juridiques, financières. Alors, il y a 3 choses qui ont bouleversé le monde. D'abord, c'est que grâce à l'intelligence artificielle, on peut standardiser beaucoup des étapes et être aidé de l'IA à chacune des étapes. Là, je pense que la barrière à l'entrée s'est véritablement écroulée concernant tout ça. Ensuite, il y a une deuxième dimension, c'est que qui dit reprise dit financement et restructuration de plusieurs reprises. Le but du jeu, c'est pas simplement de racheter une boîte, mais c'est d'en racheter plusieurs. Et puis, troisième dimension, c'est que si on arrive à faire plusieurs rachats, etc., on peut faire de l'optimisation
et on peut créer des stratégies de refinancement, de restructuration, etc. Donc le but du jeu, c'est véritablement de maîtriser la finance. Un repreneur doit donc maîtriser 3 piliers: le storytelling, la négociation et la finance. Le juridique, la structuration, tout ça, il peut déléguer par la standardisation, par l'IA. Le but du jeu, c'est vraiment d'aider les gens à créer des petits empires de restructuration. Et ça, c'est possible parce qu'il y a une immense transition démographique avec le baby-boom qui fait que d'un seul coup, il y a énormément d'opportunités, il y a du capital qui rencontre ces opportunités-là, et donc, il y a véritablement quelque chose d'hyper intéressant à faire. De ce point de vue-là, la reprise, c'est un peu être le chef d'orchestre de toutes ces étapes-là pour continuer à faire tourner la musique et faire en sorte que chacun trouve sa place. Évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire seul. Il faut se constituer une mini-équipe. Cette mini-équipe, elle est constituée de soi, d'un banquier d'affaires quand on a un peu les moyens, d'un avocat, d'un comptable, et peut-être d'un agent pour la communication, le storytelling. Quelle est la bonne taille d'une reprise? Aujourd'hui, toutes les entreprises qui valent plus de 10 millions d'euros sont très intéressantes pour les fonds d'investissement. Toutes les boîtes qui valent moins d'1 million d'euros sont intéressantes pour personne. Donc le sweet spot, c'est entre 1 et 10 millions d'euros. C'est un spot dans lequel vous pouvez aller chercher entre 5 et 10% de rentabilité annuelle, 20% dans les domaines les plus rentables. Ce qui veut dire que sur une boîte à 1 million, c'est comme générer 200 000 euros de cash flow par an. Sur une boîte à 10 millions, c'est 1 million d'euros de cash flow par an. Ça veut dire que day one, il y a des moyens. Day one, il y a de l'argent, il y a des cash flows. Ces cash flows, vous pouvez les utiliser pour structurer des équipes, augmenter les opérations et peut-être avoir une idée de croissance. Et c'est là où est, je pense, le point le plus entrepreneurial de la reprise. C'est que la reprise, ce n'est pas simplement une activité pépère de rente. C'est aussi et fondamentalement une activité d'entrepreneur. Il faut avoir une vision et il faut être capable d'apporter cette vision au sein de la reprise pour aller chercher des histoires de croissance. Trouver des nouveaux moyens de prospérer, trouver des nouveaux marchés, développer les entreprises, pousser leur rentabilité, améliorer leurs opérations. Et là, il y a plein de leviers. Un, il y a le levier de l'IA pour augmenter la rentabilité de l'entreprise. Deux, il y a le levier marketing avec le fait que potentiellement, il y a énormément de marketing qui n'ont pas été faits traditionnellement par le cédant. Poster sur Internet, faire un bon site Internet. Par exemple, on prend cette boîte-là de Marbry, ils n'ont même pas de site Internet, ils n'ont pas d'email, ils n'ont des clients que par bouche à oreille et ils n'ont pas fait de prospection commerciale depuis les années 80. Donc, il y a du potentiel, il y a de la croissance possible à aller chercher, il y a véritablement des choses intéressantes à établir. Et puis, démarre le troisième sujet, c'est le management et les RH en amenant des talents frais dans des entreprises qui habituellement ne sont pas intéressantes pour ces talents-là. Tout ça, ça donne une super perspective économique. Et puis, dans le prochain épisode, on verra comment concrètement commencer à établir sa prospection.